Bienvenue à cette conférence communautaire du Centre de recherche de Sainte-Marie sur le thème de l'orthopédie. Alors, d'après ce que j'ai compris, ça s'inscrit dans le cadre de la programmation avec les aînés de la bibliothèque Béni. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais brièvement présenter notre centre de recherche et nos deux conférenciers. Bon, il n'y en a qu'un qui est là, mais la deuxième ne devrait pas tarder. Alors, qui sommes-nous? Donc, notre centre de recherche, il a pour mission, en fait, de conduire des recherches pour améliorer les soins de santé et les pratiques axées sur les patients, les personnes et les communautés. Donc, ce qui est très important de retenir, c'est qu'on a une double vocation, donc à la fois une vocation universitaire et une vocation communautaire. Donc, c'est pour ça qu'on est là ici aujourd'hui. Alors, on est situé au sein du centre hospitalier de Sainte-Marie et on est affilié au CIUS, en fait, de l'ouest de l'île de Montréal. On est aussi affilié à l'Université McGill. Donc, vraiment, notre territoire, il couvre tout l'arrondissement Côte-des-Neiges de Notre-Dame-de-Grâce, mais aussi par extension, en fait, l'ouest de l'île de Montréal. Aussi, on a un tout nouveau bureau d'engagement communautaire et le mandat, en fait, qui consiste à établir des liens significatifs entre les chercheurs et les communautés que nous servons, afin de s'assurer que nos recherches, en fait, elles soient alignées sur les besoins des communautés. Alors, la conférence communautaire, comme celle d'aujourd'hui, elle vise à diffuser des connaissances et des bonnes pratiques auprès des communautés que nous servons, en lien avec nos quatre thématiques de recherche prioritaires. Donc, on travaille sur les soins de santé primaire, on travaille sur les soins aux aînés, les soins contre le cancer et la chirurgie. Alors là, je vais vous présenter notre conférencier ici qui est à ma droite. Donc, c'est Dr. Anthony Albers. Il a terminé ses études de médecine et sa formation en orthopédie à l'Université McGill, puis il s'est spécialisé en reconstruction de la hanche et du genou pour adultes à l'Université de la Colombie-Britannique. Donc, son domaine clinique englobe tous les aspects de remplacement de la hanche et du genou. Il en effectue plus de 350 par an, y compris les arthroplasties partielles du genou et les chirurgies de révision complète. Il occupe actuellement plusieurs postes de direction, notamment celui de professeur adjoint de chirurgie à l'Université McGill, le poste de directeur adjoint du programme de résidence en orthopédie de McGill et le poste de directeur de la recherche orthopédique à l'hôpital de Sainte-Marie. Alors, j'ai fait une petite recherche sur Google, j'ai regardé les avis du Dr. Albers. Donc, il figure vraiment parmi les 5 top chirurgiens orthopédistes les mieux notés de Montréal. Donc, il s'efforce aussi de fournir des soins optimisés dans un environnement bilingue, parfaitement bilingue, vous allez le voir, et pour guider en fait les patients vers les meilleurs résultats fonctionnels possibles. Enfin, il a reçu de nombreux prix, dont le prix du meilleur éducateur de la division de chirurgie orthopédique de McGill en 2018, le prix d'excellence en enseignement aux étudiants de premier cycle Harvey Sigman en 2020, ainsi que le prix Robert Turcotte en 2022, mettant en valeur ses soins exemplaires aux patients. Donc voilà, c'est pas n'importe quoi les avis Google. Merci, merci. Alors, je vais présenter, elle n'est pas là, elle va arriver notre deuxième conférencière, c'est la docteure Jennifer Murch. Donc, son background, en fait, elle a terminé ses études de médecine à l'université McGill, puis elle a suivi une formation en chirurgie orthopédique à l'université. Voilà. J'étais en train de vous présenter, bienvenue. Alors, je continue. Elle s'est spécialisée en sport, traumatisme et reconstruction des membres supérieurs au Detroit Medical Center dans le Michigan et au Sunnybrook Trauma Center à Toronto. Elle a travaillé avec plusieurs équipes sportives pendant sa formation, notamment l'équipe de hockey, les Red Wings de Détroit, l'équipe de baseball, les Tigers de Détroit et les Pistons de Détroit, et a aussi été médecin consultant pour la Ligue de roller derby de Toronto. Alors, c'est roller, hein? Moi aussi, au début, je me demandais si j'avais bien vu. Voilà. Donc, le patin.
Elle enseigne la chirurgie dans le cadre des programmes de résidence orthopédique et de médecine sportive de l'hôpital Sainte-Marie et de l'Université McGill. Donc, ses recherches portent sur la chirurgie de l'épaule et du coude, la décompression nerveuse, les prothèses de genoux, de hanches et d'épaule et les injections articulaires guidées par ultrasons. Elle a également reçu plusieurs prix en orthopédie, dont le prix Sylvain Gagnon en 2014 et le Top Paper Award en Floride en 2007. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Dr. Adams. Merci beaucoup. Donc, bon matin tout le monde. Merci d'être venu. C'est fun de vous voir en grand nombre, là. Merci beaucoup pour l'introduction. On va jaser un petit peu, là. Ce matin, on va parler surtout d'arthrose et Dr. Mutch va vous parler d'ostéoporose. Donc, moi, je vais faire la portion arthrose et Jennifer la partie ostéoporose. À distinguer la différence entre l'arthrose et l'ostéoporose. L'arthrose, c'est la perte de cartilage dans les articulations. Le revêtement de l'os qui donne des douleurs articulaires versus l'ostéoporose qui est la faiblesse des os. Donc, on va jaser un petit peu des deux. Est-ce que ça change? Ça ne change pas. On va faire ça comme ça d'abord. Et oui, excellent. Donc, les objectifs de la présentation, là, évidemment, c'est de faire un community outreach là, pour la communauté. Là, dans le fond, là, le centre de recherche nous a approchés pour faire une discussion pour vous, dans le fond. Mais peut-être le but primaire, c'est de montrer qu'à l'hôpital St. Mary's et au centre de recherche de l'hôpital St. Mary's, on est très impliqué en traitement d'arthrose. On fait beaucoup de chirurgie articulaire. Donc, c'est peut-être le but principal de la présentation, mais évidemment, de vous donner un petit peu d'informations par rapport à l'arthrose aussi là, pour la communauté. Donc, on va faire un survol des mythes et réalités concernant l'arthrose, pas juste du genou, mais de la hanche aussi. On va ajuster ça. C'est-tu mieux? Je ne sais pas, je ne le vois pas. C'est parfait. Excellent. On va faire un survol aussi des étapes à arriver là, pour faire un diagnostic d'arthrose. Qu'est-ce qu'on peut faire comme prévention par catégorie d'âge, parce que ça va commencer même quand on est très jeune. On va regarder les traitements opératoires et non opératoires, puis savoir quand vraiment se diriger vers un spécialiste. Donc, règle générale, on va faire une période de questions à la fin de la présentation. Il y a aussi des gens qui sont en ligne que je vais demander de faire les questions sur le chat, puis on va faire toutes les questions à la fin. Évidemment, on peut faire des questions en anglais aussi là, si les gens sont plus confortables. We can answer questions in English as well if people are more comfortable. Donc, pour commencer, on va faire une petite situation clinique là, pour mettre, disons, les choses en perspective. Mais on fait le cas clinique de Marc. Marc, il a mal au genou. Okay? Puis ce qui est important à savoir avec Marc, là, Marc, il a 44 ans, il est informaticien, il est très actif, il fait beaucoup d'activités sportives, mais ses douleurs au genou le gênent depuis quelque peu, là, même avec un traitement, disons, conservateur de base, Tylenol, anti-inflammatoire, les Advil, là, même quelques injections. Mais là, il n'arrive plus à faire ses activités auxquelles il tient énormément, puis il a besoin d'aide. Donc, ça, c'est un cas clinique qu'on va voir très fréquemment dans nos cliniques. Ce n'est pas juste des personnes âgées, disons, ça peut commencer très tôt dans la vie des gens. Donc, ce n'est pas seulement les personnes âgées qui vont être affectées d'arthrose. Puis des fois, les gens comme Marc se disent, mais qu'est-ce que j'ai au genou? J'ai dû me blesser, quelque chose, mais ils ne se rendent pas compte que c'est l'arthrose qui commence, même à bas âge. Ce qu'il faut savoir aussi, là, les gens, souvent, ils nous posent la question à la clinique, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi j'ai mal aux hanches, aux genoux? Pourquoi je fais de l'arthrose avancée? La vraie raison, c'est que c'est très fréquent. Il y a 5 millions de Canadiens qui souffrent d'arthrose. En fait, c'est une personne sur 5 ou une personne sur 6. C'est très, très, très fréquent. Puis la majorité des sites affectés, c'est les hanches, les genoux, le dos, parce qu'on marche comme humain, mais aussi les mains, la colonne cervicale, c'est des régions qui sont très affectées. Mais ce qui est important à savoir aussi, là, disons, en regardant les gens qui ont de l'arthrose à la hanche et du genou, sur les 3 millions de gens au Canada, il y a seulement autour de 15 à 16 qui reçoivent un diagnostic et qui reçoivent un traitement. Okay? Sans diagnostic, c'est rare qu'on ait un traitement adéquat. Là. Donc, c'est sous-diagnostiqué en général. Les gens acceptent, j'ai mal au genou, j'ai mal à la hanche, puis ils essaient de passer à autre chose, puis ils perdent dans leur qualité de vie. Si on regarde les maladies chroniques au Canada, à part, disons, l'hypertension, la pression qui est haute, on voit que l'ostéoporose et l'arthrose, c'est
très élevé. L'ostéoporose, surtout chez les femmes, mais l'arthrose, les hommes et les femmes. Donc, qui vient avoir un grand impact sur la qualité de vie des gens. La haute pression, on ne le sent pas vraiment là, dans notre jour en jour, mais l'arthrose, oui, évidemment, avec la douleur, on va le ressentir. Puis, on dépense de l'argent là-dessus aussi. Okay? En général, là, on regarde là, que les gens vont dépenser autour de 450 à 500 dollars par année pour traiter leur douleur. Donc, c'est très important dans la vie de tous les jours. Donc, prochain mythe, ça, c'est le médecin est le seul professionnel qui peut m'aider. Au Québec, on a un bon système de santé. Au Canada, on a un bon système de santé, mais il y a encore des difficultés d'accès, ça, vous le savez tous. On n'a pas tous des médecins de famille. Les gens se disent, qui je peux voir? J'ai mal aux genoux, qu'est-ce que je fais? Et si on regarde le parcours, le chemin habituel d'un patient, en fait, ce n'est pas le médecin qui vont voir en premier. Souvent, c'est le pharmacien ou le physiothérapeute parce qu'on va à la pharmacie, on dit j'ai mal aux genoux, j'ai mal à la hanche. Qu'est-ce que je prends? Donc, le pharmacien, souvent, va être le premier professionnel à voir. Mais il y a aussi les autres professionnels de la santé, là, les physiothérapeutes, les ostéopathes, les massothérapeutes, les orthésistes, les infirmières praticiennes qu'on voit de plus en plus aussi, avant d'arriver à son médecin. Et souvent, les autres professionnels même peuvent faire des diagnostics. Les physiothérapeutes ont le droit de faire des radiographies. Les infirmières praticiennes aussi, là. Mais avant d'arriver à son médecin, là, il y a plusieurs autres professionnels qui peuvent vous aider, là, qui sont là pour vous aider avant d'arriver au médecin. Puis souvent, les spécialistes arrivent plus tard. Okay? Une fois qu'il y a un diagnostic qui est fait, qu'il y a un traitement de base qui a été entamé, c'est là souvent qu'on va aller voir le spécialiste, puis ça, on va en parler un petit peu plus tard. Donc, quand voir son médecin, okay, c'est surtout quand les douleurs persistent sur une période d'1 mois à 2 mois. Okay? C'est des petits bobos, là, on va tous en avoir. Okay? On fait des petits faux mouvements, on a mal pour une période de temps. Repos, glace, Tylenol, Advil, souvent, ça passe. Notre corps est très capable de prendre soin des petits bobos. Mais si ça persiste, okay, s'il y a plusieurs articulations qui sont affectées, si on se blesse gravement, là, on n'est pas capable de marcher, là, allez voir votre médecin, évidemment. Mais souvent, là, si ça persiste plus qu'un mois ou deux, là, c'est là qu'on va aller voir notre médecin et dire, regarde, j'ai mal aux genoux, j'ai mal à la hanche. Qu'est-ce qu'on fait comme prochaine étape? Puis chez le médecin, qu'est-ce qu'on va faire? Là? C'est souvent, ça va être l'anamnèse, l'historique. Combien de temps que ça fait mal? Okay, quelle articulation qui est affectée? Est-ce qu'il y a des fièvres, des traumas? Mais souvent, le diagnostic est basé sur une radiographie. Okay? Les gens pensent souvent, là, on doit faire une résonance magnétique pour arriver à un diagnostic. C'est faux. Okay? On se penche souvent vers les résonances magnétiques parce que oui, ça nous donne une très bonne vue de l'articulation, mais on n'a pas besoin de la résonance magnétique. La résonance magnétique est dispendieuse, de un. Des fois, ça prend du temps à voir si on passe à travers le système public à l'hôpital. Ça peut prendre quelques mois. Versus la radiographie avec mise en charge, ça peut nous donner le diagnostic la majorité du temps. L'accès est rapide et c'est très peu dispendieux. Donc, ce qu'on veut voir à la radiographie, comme vous voyez ici, là, ce qu'on regarde, c'est l'os de la cuisse, ça c'est le fémur, l'os de la jambe, le tibia. Puis on regarde l'espace entre les deux os. L'espace, c'est le cartilage. Le cartilage ne projette pas à la radiographie, donc on regarde pour l'espace qui est là. Puis dans le fond, dans notre exemple de Marc qui a mal au genou, je vais revenir, on peut voir que l'espace ici est rétréci d'à peu près 50 versus l'espace en externe. Okay? Pour vous donner un meilleur exemple, là, okay, il faut savoir qu'il faut faire des radiographies avec mise en charge aussi. Il faut être debout pour la radiographie pour rétrécir l'espace s'il n'est pas là. Puis on peut voir ici, là, on voit quand même un espace, mais quand on fait la radiographie avec mise en charge, on voit que les deux os se touchent et donc il n'y a plus de cartilage. Ça, c'est une arthrose os sur os qui est avancée, qu'on a diagnostiqué avec une radiographie simple. Dans ce patient-là, il n'y a pas d'indication de faire une résonance magnétique. Okay? On a déjà le diagnostic, on a tout ce qu'on a besoin de savoir. Le mythe numéro 3, okay, souvent les jeunes gens, je ne me suis jamais blessé, donc je ne ferai jamais d'arthrose et ce n'est pas vrai. Okay? Si on parle de 1 personne sur 5, ce n'est pas 1 personne sur 5 qui se blesse et qui développe l'arthrose. Oui, il y a des changements ou des stress anormaux. Okay? On peut voir les traumatismes ici en bas à votre gauche. Mais il y a beaucoup, c'est du cartilage qui n'est pas normal. La génétique, okay, c'est des choses qu'on ne peut pas changer. Les femmes sont plus à risque que les hommes, évidemment, on ne peut pas changer ça. Lorsqu'on vieillit aussi, notre cartilage il devient plus souple puis il s'abîme plus facilement. Mais oui, évidemment, là,
stress anormaux sont là. Puis ça, c'est souvent des choses qu'on peut changer. Éviter les blessures, éviter le surpoids, éviter la faiblesse musculaire, c'est des choses que oui, on peut changer. Puis souvent, nos traitements sont basés sur la prévention. Et donc, c'est ces facteurs-là qu'on va aller ajuster. Peut-être dans le futur, on va pouvoir ajuster la génétique aussi, mais on n'est pas rendu là, malheureusement, encore. Donc, si on regarde la prévention par catégorie d'âge, quand on est très jeune, OK, les bébés, quand ils sortent, là, on va tous les examiner pour leur hanche, pour regarder pour la dysplasie, encore une fois, qui est plus fréquente chez les femmes. Mais si c'est attrapé tôt, OK, on peut faire des traitements qui ne sont pas très invasifs, même j'ai des orthèses pour changer la façon que les articulations se forment. Là, les enfants, c'est le fun comme ça, là, sont très plastiques. Et donc, si on le prend tôt, on peut changer, même sans chirurgie, pour changer, disons, la morphologie des articulations. Lorsqu'on est adolescent et jeune adulte, c'est surtout d'éviter les blessures sportives. Donc, on en voit beaucoup des blessures de ligaments, des genoux, les ménisques. Ça, on le sait que ça va augmenter le risque à long terme d'arthrose dans le futur. Puis on voit là ce qui est peut-être le plus important, puis on voit le spectrum d'âge. Je m'excuse si c'est un petit peu petit, là, mais entre 10 ans et 80 ans, d'éviter le surpoids. Et, si on fait du surpoids, ça fait du sens. C'est un petit peu comme avoir un camion qui est vide, il n'y a rien en arrière dans le pick-up, puis on conduit. Les pneus, ils s'usent, mais très lentement. Si on charge le camion plein de roches, puis on conduit en malade, évidemment, les pneus, ils vont s'user rapidement, puis on va avoir besoin d'échanger. Donc, éviter là, la surcharge, c'est très important. Puis comme on vieillit surtout, là, c'est d'éviter la faiblesse musculaire. Qu'on le veuille ou non, avec l'âge, on a tendance à perdre du muscle. Et donc, il faut continuer à travailler fort pour garder notre muscle, pour protéger les articulations. Quand on parle de poids, OK, c'est plus de bienfaits même qu'on pense avec les vecteurs de force sur le genou en particulier, mais aussi la hanche. Les vecteurs de force, si on regarde le compartiment interne du genou, là, c'est 1 pour 4. Donc, chaque une livre en haut, c'est 4 livres sur notre genou. OK? Donc, de perdre 10 livres, ça perd 40 livres sur le genou. Puis je m'excuse de la référence américaine ici, là, mais si on marche pour 1,6 km, là, ça va réduire de 48 000 livres, perdre 10 livres. Donc ça, c'est super important. Puis c'est peut-être le meilleur traitement qu'on a pour la douleur d'arthrose et pour prévenir l'arthrose, mais c'est aussi l'affaire qui est la plus difficile à faire, de perdre du poids, c'est pas facile, surtout si on a mal. Souvent, les gens, ils vont parler de Tylenol, on prend des Tylenol pour tout, OK, mais ce n'est pas les seuls traitements qui sont disponibles. Donc, on va parler de ça un petit peu. OK, on a une belle pyramide ici, là, des traitements. OK, c'est notre boîte à outils pour traiter les gens avec l'arthrose. Puis on voit là, le pic de la pyramide, c'est vraiment les chirurgies. OK, souvent, là, on va regarder les remplacements articulaires. Je suis certain que plusieurs d'entre vous qui connaissent des gens qui ont eu des remplacements de hanches, de genoux. Mais c'est sur, disons, le 3 millions de Canadiens qui ont de l'arthrose de hanche, de genoux, là, c'est seulement une petite portion qui vont se ramasser avec des remplacements articulaires. Versus la base de la pyramide, là, on en parle beaucoup, là, mais la perte de poids, les exercices à bas impact, peut-être les orthèses, les choses qui sont non invasives que tout le monde devrait faire. C'est sûr que oui, les anti-inflammatoires, l'acétaminophène fait partie de la pyramide. Puis là, comme on monte dans la pyramide, c'est des traitements qui sont plus invasifs ou qui ont plus d'effets secondaires, comme les injections. La médecine régénératrice, OK, il y a même les opiacés ici sur la pyramide là, que je mets en rouge parce que c'est à éviter là, plusieurs effets secondaires, des problèmes de dépendance qu'on voit tous dans les journaux. Là. Donc, c'est des choses qu'il faut faire très attention là, dans le traitement de la douleur. Donc, les analgésiques, quels sont-ils? OK, il y a le bon vieux Tylenol qui est là. On l'utilise souvent parce que c'est très sécuritaire. Il y a même des Tylenol arthritiques qu'on peut trouver là, sur l'étagère qui sont assez longue durée, comme ça, on n'a pas besoin de prendre autant de médicaments. Donc, ils sont assez sécuritaires. Il faut faire attention si on a des problèmes de foie. Mais ce qu'il faut savoir avec le Tylenol, c'est que ce n'est pas super efficace. OK? Si on le compare à un placebo, l'effet thérapeutique est seulement qu'un petit peu plus que l'effet placebo. Donc, c'est sécuritaire, mais l'efficacité n'est pas toujours là. Les anti-inflammatoires, les choses comme le Advil, l'ibuprofène, les naproxènes, Celebrex, Meloxicam, diclofenac, il y en a plusieurs à prescription aussi, sont en général plus efficaces que l'acétaminophène, mais viennent avec plus d'effets secondaires. Donc, il faut faire attention, les gens qui font de la pression, les gens qui ont des problèmes de reins,
les gens qui ont des problèmes d'estomac. OK? On ne peut pas toujours les prendre. Puis évidemment, c'est là que le pharmacien est très utile, là, c'est de dire, regarde, avec mes médicaments, est-ce que ça fonctionne avec ma pression, là? Donc, il faut faire attention avec ces médicaments-là. Il y a des gens qui font, oups, je touche à tout en même temps, là. Il y a des gens qui font aussi de la dépression, évidemment, et malheureusement, quand on a des douleurs au quotidien, ça peut affecter le moral. Il y a même des antidouleurs qui sont antidépresseurs en même temps, des choses comme la duloxétine et la ville, qui peuvent être utiles pour gérer la douleur. Puis là, finalement, les opiacés, des choses comme le tramadol, morphine, oxycodone, dilodide. Un gros bémol, il faut faire très attention. Puis souvent aussi, on est rendu à prendre ces médicaments-là. Je vous recommande d'aller voir le spécialiste pour voir s'il y a d'autres options pour réduire la prise de médication. On parle souvent de produits naturels. Okay, si on en voit beaucoup à la télévision, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, on se fait poser ces questions-là. Il n'y a pas beaucoup d'études pour dire, regarde, vous devez prendre tel ou tel supplément. Okay, les suppléments peuvent être utiles, puis oui, ils peuvent fonctionner pour aider la douleur, mais des résultats probants dans des grosses études randomisées, surtout contre le placebo, il n'y a pas toujours un grand effet thérapeutique. OK? Ceci étant dit, là, c'est sûr que, disons, les associations, à cause de ça, ils ne vont pas nécessairement les recommander. Mais en général, c'est des médicaments qui ne sont pas très dispendieux, qui n'ont pas beaucoup d'effets secondaires, qui peuvent aider des gens. Donc, c'est des choses qu'on peut essayer. Puis souvent, ce que je veux dire à mes patients, regarde, essayez-le pour une période de temps. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, passez à autre chose. Mais ce n'est pas parce que c'est des produits naturels qu'il ne va pas avoir d'interaction avec nos médicaments qu'on prend. Et donc, vérifier avec le pharmacien, pharmacienne avant de prendre ces choses-là, parce qu'on ne veut pas changer un problème pour un autre. Les orthèses, on va les utiliser fréquemment, surtout pour le genou. Les avantages des orthèses, c'est que ce n'est pas invasif, c'est externe. Okay? Oui, il peut y avoir de l'irritation locale, ce n'est pas toujours facile à porter, mais il n'y a pas vraiment d'effet secondaire autre que ça, ce n'est pas comme des médicaments. Les autres avantages, c'est qu'au Québec, c'est couvert en général par la RAMQ avec une prescription, okay? Si c'est fait par un orthésiste spécialisé, donc ça, c'est avantageux. Mais encore une fois, là, c'est des fois difficile ou encore vraiment à porter. Okay? Mais c'est des choses qui peuvent aider les gens à rester actifs, surtout si on fait beaucoup d'exercices au quotidien ou des exercices à impact. Une autre question qui vient souvent, c'est par rapport à l'activité physique. Quoi faire, quoi éviter? J'ai mal, qu'est-ce que je peux faire qui va me faire moins mal? Puis est-ce que je peux t'en faire trop? Est-ce que je vais abîmer ma hanche, mon genou si je fais trop d'exercices? Puis en général, l'exercice, ça va être toujours à prioriser, à favoriser. Okay? Chez les jeunes gens, des fois, on va leur dire don't overdo it, fais-en pas trop. Parce que oui, il y a des études qui montrent si on fait des activités intenses, prolongées, régulièrement, c'est trop d'impact sur les cartilages, ça peut être nocif. Mais en général, les exercices modérés, surtout les exercices à bas impact, c'est avantageux pour le cartilage. En anglais, souvent, je vais dire motion is lotion. Okay? Donc, c'est bon pour les articulations. Puis c'est certainement bon pour les muscles aussi, là. Si les muscles sont forts, ça va protéger les articulations. Puis il y a des grosses études, là, on regarde des études à 40 000 presque sujets là, qui vont démontrer ça, que si on en fait trop, petit risque de plus d'avoir besoin d'un remplacement articulaire à long terme, mais si on en fait une bonne quantité, ça peut être bénéfique. Si on cherche quels exercices faire, il y a beaucoup de choses en ligne à regarder. Okay? Moi, souvent, je fais référence à un programme, ça s'appelle GLAD Canada, parce que c'est un programme qui a été regardé pour les gens, surtout spécifiquement pour l'arthrose. Okay? Si vous allez sur leur site Internet, il y a même des vidéos d'exercices assez faciles à faire qu'on peut faire nous-mêmes à la maison. Mais des choses simples qu'on peut faire aussi, là, du vélo stationnaire, okay, ou à l'extérieur, mais peut-être pas l'hiver, là. Mais du vélo, c'est très, très bon parce que ça travaille le muscle avec une rotation et il n'y a pas d'impact. On a un bon accès, là, juste à côté, là, il y a la piscine à Benny, là, donc les exercices en piscine, l'aquafitness, ça, c'est très bon aussi. Mais les choses à éviter, là, c'est des choses avec des impacts répétitifs, des sauts, du jogging, des plantés pivots agressifs. C'est des choses qui peuvent parfois faire mal au genou, à la hanche. Puis des positions très accroupies. Et pour la hanche et le genou, ça peut aller abîmer les cartilages comme le labrum, le ménisque dans le genou. Il peut faire mal. Donc, c'est des choses à éviter aussi.
Donc, on a parlé de médication. OK? Des fois, on trouve qu'on prend beaucoup de médication. Et donc, des fois, il y a des stratégies qu'on peut réduire la quantité de médication qu'on prend, puis c'est des thérapies en injection qu'on utilise très fréquemment pour l'arthrose. Il y a beaucoup de ces injections-là, c'est de la cortisone. Le cortisone, c'est un anti-inflammatoire qu'on injecte dans l'articulation. Donc, au lieu de prendre le médicament par la bouche, on peut l'injecter localement où est-ce qu'il va rester, puis aider à réduire l'inflammation et la douleur. Il y a beaucoup de bad press ou de mythes par rapport à la cortisone. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'avoir des injections de cortisone parce que ça va faire fondre les dents, les cheveux, les os, les ligaments, tout ça, là. Mais c'est souvent des mythes qui ne sont pas fondés vraiment sur une littérature, sur des études cliniques. Donc, c'est encore des injections qu'on fait fréquemment et qui peuvent être très bénéfiques sur une courte durée. Il y a des injections aussi de ce qu'on appelle la viscosuppléance ou l'acide hyaluronique. Dans le fond, c'est des composantes du liquide articulaire que quand on fait de l'arthrose, quand il se dégénère, le liquide articulaire, au lieu d'être visqueux comme de l'huile, il devient plus comme de l'eau. Puis il ne fait pas la même chose qu'il devrait faire pour lubrifier les cartilages et absorber l'impact. Donc, c'est un petit peu comme un remplacement de liquide articulaire. Et c'est des choses qui peuvent agir un petit peu plus longtemps que la cortisone chez certains patients. On voit de plus en plus des injections de plaquettes. Okay? Les plaquettes, ce que c'est une prise de sang. On enlève les anti-inflammatoires du sang, qui sont les plaquettes, les globules blancs, et on les réinjecte dans l'articulation. C'est des choses qui peuvent être utiles. Puis là, dans le futur, il y a aussi peut-être les cellules souches. Des cellules souches, c'est des cellules qu'on peut prendre du corps qui ont l'opportunité de changer dans différentes lignes de cellules. Donc, de prendre les cellules souches et dire, va faire du cartilage, rebâtir le cartilage. Puis, autant qu'on est capable de faire ça en laboratoire, en recherche clinique, quand on le fait dans l'humain, on n'est pas rendu là encore. Les cellules souches ont de la difficulté à rester du cartilage. Donc, peut-être à venir, mais pas encore là. Donc, on arrive vers la fin, OK, mais on entend souvent les orthopédistes, on doit voir l'orthopédiste pour nous aider avec nos douleurs de genoux et de hanches. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs spécialistes qui peuvent vous aider avec ça, OK? D'un, le médecin de famille, c'est votre première ligne, OK? Souvent, pour arriver à un diagnostic, comme on a parlé, les radiographies avec mise en charge, commencer le traitement conservateur de base. Les radiologistes, on a parlé d'injection, les radiologistes, des fois, sont plus faciles d'accès que les orthopédistes, même pour faire les injections. Il y a aussi les médecine sportive, les rhumatologues, les physiatres, que c'est des experts en médecine musculo-squelettique non opératoire, avant d'arriver vers l'orthopédiste, là, qui est, quand on se souvient de la pyramide, là, pour la chirurgie en haut, qui peut vous aider pour les traitements opératoires, évidemment. Donc, quelles sont les chirurgies? Puis ça, c'est notre expertise, là. Quelles sont les chirurgies qu'on va faire pour l'arthrose? En général, c'est des remplacements articulaires. Okay? C'est un petit peu qu'on a parlé, là, quand les pneus sur la voiture sont usés, on ne peut pas rebâtir le caoutchouc sur le pneu, donc on va aller les changer. Puis c'est un petit peu ça qu'on fait avec les changements articulaires dans la hanche, le genou. On peut voir là, qu'il y a plusieurs différents types de grosseur, de morphologie. Là, même si on voit deux remplacements de hanche qui sont de l'air différents. Mais en général, c'est des très, très bonnes opérations pour redonner la qualité de vie aux gens. Okay? Des taux de succès là, autour de 90 ce qui veut dire qu'à un an après la chirurgie, si on vous demande êtes-vous satisfait, satisfaite avec les résultats, 9 personnes sur 10 vont dire oui. Mais évidemment, il faut que ça soit fait dans les bonnes indications. Okay? Souvent, c'est quand l'arthrose est très avancée, puis qu'il y a un impact sur la qualité de vie malgré le traitement conservateur. Donc, c'est quelque chose qui peut être très utile. Puis des fois, les gens ont peur d'avoir ces opérations-là, mais il faut savoir que c'est des opérations qui sont très fréquentes avec des bons taux de succès. Là. Puis on parle de plusieurs de centaines de mille de remplacements articulaires qui sont faits par année en Amérique du Nord. Donc, c'est très, très fréquent. Donc, évidemment, là, dans le cadre de la recherche, là, puis je pense que c'est ma dernière diapo, on essaie de faire ça. On a beaucoup, beaucoup de patients qui attendent pour des chirurgies de remplacement articulaire. Donc, moi, dans mes recherches, là, c'est de trouver des façons de faire l'opération de façon plus efficace, de sortir les gens de l'hôpital plus rapidement. Donc, des bons contrôles de la douleur, des bons programmes de réhabilitation. Puis en ce moment, là, il y a même un 30 des gens qui sont faits en chirurgie d'un jour, où est-ce qu'on rentre à l'opération, on fait l'opération et on sort, on s'en va à la maison la même journée.
Puis ça, c'est très utile pour notre système de la santé. Évidemment, là, on a un nombre fixe d'hôpitaux, un nombre fixe de personnel de la santé. Donc, on doit utiliser nos ressources de façon bien utilisée puis rapidement pour avoir accès à tout le monde, là. Puis ici, on voit là, des chirurgies robotiques qu'on fait. On utilise des applications maintenant mobiles sur le téléphone là, pour pouvoir donner des informations aux gens à la maison. Donc, il y a des problèmes de réhabilitation à la maison. Puis on vient de finir une étude randomisée là, pour regarder les contrôles de la douleur après les prothèses de hanche, là, pour essayer de réduire les douleurs post-opératoires le plus possible pour que les gens puissent se lever la même journée, faire des escaliers la même journée et donc retourner à la maison de façon sécuritaire la même journée. Je pense que c'est très important. Donc, en somme, l'arthrose, c'est fréquent. Okay? Une personne sur 5 va avoir de l'arthrose symptomatique. Le traitement de base, c'est vraiment le renforcement musculaire, la perte de poids. Okay? On veut rester actif. On ne veut pas abîmer nos articulations. On a un traitement multimodal, la pyramide. Il y a plusieurs choses dans notre boîte à outils. Il n'y a rien qui est parfait, mais si on utilise plusieurs outils dans la boîte à outils en même temps, souvent, on peut avoir un résultat qui est raisonnable. Puis il y a plusieurs professionnels qui peuvent nous aider là, pour traiter notre arthrose. Et donc, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si on fait des questions maintenant ou. On va commencer la prochaine partie. OK. Alors, la deuxième partie, on le fait sur l'ostéoporose, qui se ressemble beaucoup comme mot à l'ostéoarthrose, mais ce n'est pas du tout la même maladie, pas du tout. Alors, même chose, merci pour l'organisation. J'ai eu beaucoup d'informations et les diapos de l'osteoporosis.ca. Alors, c'est le groupe d'ostéoporose de Canada et c'est quand même un site web très utile. Pour les questions, même chose, on va attendre à la fin et on les met dans le chat pour les gens qui sont en virtuel. Alors, pour le plan, comme j'ai dit, désolé, toutes mes diapos sont en anglais, mais on fait un peu des deux. Alors, diapo anglais et je vais la présenter en français. Alors, qu'est-ce que c'est l'ostéoporose? Pourquoi est-ce que c'est important? C'est qui est à risque? Et je dirais dans cette salle, il y en a beaucoup. C'est quoi les symptômes d'ostéoporose? Comment est-ce qu'on peut faire des tests? Qui est-ce qu'on va recommander des tests pour l'ostéoporose et comment est-ce qu'on peut les traiter? Et qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre vie de quotidien pour essayer de prévenir les problèmes associés à ça? Alors, c'est bizarre, les photos ont bougé sur les diapos, désolé. Alors, l'ostéoporose, en anglais, on dit c'est the silent thief. Alors, ce que ça veut dire, c'est une maladie que vous ne sentez pas du tout, vous sentez tout à fait normal jusqu'à temps qu'un de vos os se casse. Alors, c'est une maladie qui diminue la qualité de l'os et aussi la quantité de l'os. Alors, l'image qu'on peut voir, ça, c'est l'os normal à gauche avec des beaux travécules d'os qui sont très forts. Et à droite, les travécules sont très, très faibles et aussi, il y en a moins. Alors, ça, c'est l'ostéoporose, une qualité et une quantité qui est moindre. Alors, je donne un exemple aussi. Alors, ça, c'est les photos en haut, c'est comme sous le microscope. Au milieu, c'est un os réel. Alors, à gauche, c'est un os d'une jeune en santé. On voit les cortex de l'os, c'est bien, c'est fort. Et l'os à gauche, ça, c'est quelque chose un peu plus, une personne un peu plus âgée, alors quelqu'un haut de l'âge de 65 ans. Alors, je donne l'exemple avec les os, c'est les arbres dans la forêt. On voit les arbres jeunes en santé comme ça ici. Ils sont très forts, ils ne tombent pas, sauf si c'est un gros accident. Et après ça, on voit les arbres qui deviennent malades, qui se cassent toutes seules, c'est parce qu'il y a des trous à l'intérieur, moins d'os, moins de qualité. Alors, c'est très semblable à ce qu'on se trouve dans nos os. Alors, l'ostéoporose, ce que ça donne un risque augmenté de fracture. Alors, 1 sur 3 des femmes, dans leur vie, vont souffrir d'une fracture liée à l'ostéoporose. 1 sur 5 des hommes vont faire la même chose. Alors, est-ce qu'il y a une façon peut-être de mettre les diapos pas dans la mode présentation parce qu'il était tout bon avant. Je ne sais pas pourquoi tout a changé. Mais on comprend quand même. OK, voilà, on va juste le faire verbal. Alors, la partie en bas ici qu'on ne voit plus,
ils disent que les fractures de fragilité sont plus communs que les infarctus du myocarde, les ACV et les cancers du sein tout ensemble. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Qu'est-ce qu'on pense? C'est vrai. I'm reading it a little bit. Oui, c'est vrai. Alors, on ne peut pas comprendre combien c'est fréquent l'ostéoporose, mais les gens ne le savent pas parce qu'ils ne le sentent pas. Alors, c'est plus que les infarctus, les ACV et les cancers du sein tout ensemble. Alors, c'est un fait. Alors, il y a plus que 80% des fractures qu'on souffre en haut de l'âge de 50 ans vont être liées à l'ostéoporose. Et les sites qu'on dit sont le plus importants pour l'ostéoporose, c'est la colonne vertébrale, les hanches, les épaules et le poignet. Tu sais, les gens qui ont des petites fractures de la main, les fractures du pied, ça, c'est pas considéré comme étant ostéoporose, ça, c'est des petits os. Alors, on parle vraiment vertèbres, hanches, épaules et poignets. OK? Bon, OK. Alors, ça, c'est une autre statistique, excusez qu'on ne le voit pas. Alors, moins que 25% des gens qui ont une fracture vont recevoir un diagnostic et un traitement pour prévenir une fracture dans le futur. Si on voit avec les gens qui se présentent à l'urgence avec une infarctus du myocarde, plus de 80% de eux, ils vont recevoir un diagnostic et un traitement pour prévenir la deuxième infarctus. Alors, on voit que le traitement pour ces maladies sont très, très différentes. Ils ne devraient pas. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Tu sais, si on ne le sent pas, ça fait pas mal. Pourquoi c'est pas important? C'est parce que quand les os ils commencent à casser, ça fait mal. Et il y a beaucoup de conséquences. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a déjà cassé un os? Moi, oui. Tu sais, hein, c'est plusieurs. Alors, ça a pris combien de temps à récupérer après cette fracture-là? 2 mois. 2 mois? OK, not bad. D'autres? Plus longtemps? Oui, à peu près ça. OK. Dépendant de où c'est la fracture, ça peut prendre longtemps à guérir et des fois, ça peut avoir des conséquences à la langue aussi. Alors, dépendant de c'est où la fracture et les traitements, on peut avoir des déformations, l'espérance de soi qui est qui est réduite, la qualité de vie qui est réduite aussi. Et aussi la perte d'indépendance. Alors, si on parle spécifiquement des fractures de la hanche, dans toutes les gens qui cassent leur hanche, il y a 2 sur 5 qui vont perdre leur autonomie. Alors, s'ils étaient autonomes, il y avait une marchette ou une canne avant, peut-être ils vont être obligés d'aller en résidence. Alors, ils perdent un niveau. Alors, ça, c'est 2 sur 5. Et 1 sur 5 des femmes qui ont une fracture, ils vont être morts dans l'année qui vient. Alors, c'est quand même un problème qui est très grave. Et les hommes, c'est encore pire, c'est 1 sur 3. Regardez la question pour la fin. Alors, l'autre, est-ce que c'est vrai ou c'est un mythe? Seulement les femmes. C'est une maladie des femmes. Alors, on voit les têtes qui disent non, effectivement, c'est pas vrai. Mais comme les gens, ils voient toujours, c'est les femmes qui cassent, les femmes depuis un courbé, ils pensent que c'est seulement les femmes et les hommes, ils sont moins bien traités. Alors, on est un peu mieux à surveiller les femmes, à traiter les femmes, et c'est un peu pour ça que les hommes, leur mortalité, c'est un peu plus élevé. Et en ce moment, il y a 2,3 millions de Canadiens qui ont l'ostéoporose en ce moment. Il y a moins que 20% de ça qui sont diagnostiqués et traités, jusqu'à temps qu'ils aient leur première fracture. Alors, il y a 2 types d'ostéoporose. Il y a l'ostéoporose qui peut arriver dans n'importe qui. On ne sait pas la cause principale, mais on sait certains facteurs de risque. L'ostéoporose secondaire, c'est quelque chose qui est causé par autre chose. Alors, ça veut dire que je prends un médicament, ça peut causer l'ostéoporose. J'ai des maladies sévères du foie, des reins, la diabète. Ça, c'est des choses qui peuvent causer l'ostéoporose. De toute façon, le traitement pour les deux, c'est la même. Et si on parle de l'ostéoporose secondaire, la cortisone, c'est un risque. Mais on ne parle pas du tout des injections articulaires. On parle vraiment des pilules à haute dose qu'on prend pour longtemps. OK? Alors, ça, c'est une autre raison pour laquelle les maladies chroniques sont un facteur de risque d'ostéoporose parce que souvent, avec comme l'arthrite rhumatoïde, les maladies sévères des poumons, l'asthme sévère, on reçoit la cortisone à haute dose à répétition. Alors, c'est un peu pour ça que c'est à risque. Mais ce n'est pas de tout les injections au genou, à la hanche. Ça, c'est sécuritaire, ça ne donne pas de l'ostéoporose. Pour les risques chez les gens qui n'ont pas une maladie grave,
On sait que c'est plutôt les femmes. Ça peut être les deux, mais on est plus à risque si on est une femme. L'âge, on n'a pas de l'ostéoporose qu'on a 14 ans, on s'entend. C'est quelque chose un peu plus que 50 ans. Si on a une diète qui n'est pas bonne, si on veut quelque chose qui a un peu de tout dedans, on veut avoir une source de calcium et de vitamine D. Si on ne fait pas d'exercice, alors on dit ça encore et encore, il faut faire de l'exercice. Alors, on recommande un minimum de 2 sessions de 30 minutes par semaine d'exercice modéré et en charge. Ça veut dire la marche, le vélo, aller au gym, faire des poids. La natation pour l'ostéoporose n'est pas considérée comme étant très bonne parce qu'il n'y a pas de poids, il n'y a pas de mise en charge. On veut que les os ils sentent le poids pour qu'ils restent forts. Si on a un parent, un mère ou un père qui a eu l'ostéoporose ou une mère ou un père qui a eu une fracture de la hanche, vous êtes un peu plus à risque aussi. Alors, il y a une certaine composante génétique là-dedans qu'on ne comprend pas trop, mais on sait qui est là. Et pour les femmes, si vous avez votre ménopause plus jeune, vous avez plus de temps à perdre votre masse os et vous êtes plus à risque de faire l'ostéoporose. Alors, ménopause plus jeune, ce n'est pas bon non plus. Alors, on a déjà dit, l'ostéoporose, ça fait pas mal jusqu'à temps qu'on casse. Alors, la fracture, c'est la seule, ça peut être la seule et la première signe que vous avez l'ostéoporose. Alors, comme on dit, on perd la hanche, la colonne, le poignet et l'épaule. Et en général, ça arrive avec une blessure qui n'est pas très importante. Alors, c'est pas qu'on est dans l'échafaudage et on tombe, c'est on glisse sur la glace dehors, on tombe un peu et là, le poignet casse. On tombe de notre lit et on casse la hanche. Alors, ça, c'est quelque chose qui, c'est pas vraiment des blessures graves, mais là, il peut casser aussi. Une autre chose que les gens souvent en remarquent pas, c'est on sait, tout le monde, quand on devient de plus en plus vieux, on se raccourcit. C'est normal. Il y a une certaine shrinking qui est normale avec l'âge, mais quand c'est trop, c'est ça qui n'est pas normal. Parce que les fractures du colonne vertébrale, ça peut faire mal, mais des fois, on ne peut pas les sentir aussi. Le corps humain est bizarre. Des fois, il ne sent pas quand il casse. Alors, si vous remarquez que vous êtes 6 cm moins que quand vous étiez, disons, un adulte de 30 ans, ça veut dire que c'est possible que vous avez cassé une vertèbre et ça vaut la peine d'être évalué pour l'ostéoporose. Si avec votre médecin de famille, vous êtes suivi régulièrement et vous mesurez la taille à chaque année quand vous le voyez pour votre suivi régulier, s'il y a une perte de 2 cm d'une année à l'autre, c'est aussi une mauvaise signe. Alors, c'est normal de raccourcir un peu, mais pas trop. Alors, ça, c'est des choses à suivre. Alors, si on se trouve qu'on est vraiment beaucoup plus court qu'on était avant, il faut parler à votre médecin pour être évalué pour l'ostéoporose et peut-être faire un remix de votre colonne pour voir s'il y a quelque chose qui a cassé entre-temps. Alors, qui reçoit le test pour l'ostéoporose? Alors, en haut de l'âge de 65 ans, tout le monde. En bas de l'âge de 65 ans, c'est les gens qui ont les facteurs de risque. Alors, un parent qui a une fracture ou un parent qui a l'ostéoporose, les médicaments qu'on a parlé qui étaient à risque, et ça, c'est à discuter avec votre médecin de famille. Et aussi les maladies chroniques à risque, l'arthrite rhumatoïde, l'asthme sévère, les problèmes de foie, de rein, les médicaments fréquents que les gens prennent qui peuvent être un risque à l'ostéoporose. Alors, les choses pour les brûlures d'estomac, ça c'est assez fréquent, les médicaments pour le prostate, certains médicaments pour la tension artérielle, ça c'est aussi assez fréquent, et les chimiothérapies. Un peu moins fréquent, mais c'est un facteur de risque. Alors, c'est quoi le test? On peut aussi faire la question, c'est qui a eu un de ces tests-là déjà? Ah, non pas, c'est bon, OK. Alors, c'est un rayon X spécial. Ça ne prend pas beaucoup de temps, quelques minutes. Vous êtes couché sur un table. Et ce que ça fait, le rayon X, il passe à travers l'os. Et là, le test, il mesure combien de rayons X passent à travers l'os. Alors, s'il y a beaucoup qui passent à travers, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'os. S'il n'y a pas beaucoup qui passent à travers, ça veut dire qu'on est des belles os robustes. Ils arrêtent le rayon X avant que ça passe à travers. Alors, ce qu'ils font, ils prennent cette valeur-là et il y a une base de données avec des milliers de cas des gens normaux, entre guillemets, et ils comparent à l'os, la densité osseuse moyenne d'une adulte à 30 ans à peu près, alors d'une jeune adulte. Alors, après ça, ils vous donnent un T-score. Alors,
Ça, on pense un peu de mathématiques. Alors, si on présume que la population est normale, ça veut dire que la plupart du monde sont autour de la moyenne. Si on a two standard deviations, écart type, OK. On a 2 écarts types, ça, c'est 95 de la population se trouve en dedans de 2 écarts types de la moyenne, à peu près, OK? Alors, si on a un T-score de 1 à moins 1, ça, c'est tout à fait la normale. Si c'est entre moins 1 ou moins 2,5, on dit que ça, c'est l'ostéopénie. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'endroit de maladie, vous n'êtes pas à un risque très élevé de fracture, mais on voit que vous perdez un peu plus d'os que la moyenne et on veut surveiller ça un peu plus proche. Si c'est plus que 2,5 écart type de la moyenne, ça veut dire que votre os est très faible, c'est beaucoup moins que la moyenne. Et là, il faut faire quelque chose avec. Alors, après qu'on a ce chiffre-là, alors, ce n'est pas ce chiffre qui décide tout, c'est vraiment tous vos facteurs de risque, votre histoire de famille. Si vous avez déjà eu des fractures dans le passé, ça, c'est quand même très, très important. Il y a des outils en ligne qu'on peut utiliser. Le CAROC, c'est celui qui est canadien. Moi, je sais plus de what it stands for. Et aussi le FRAX. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez accéder vous-même en ligne aussi. C'est gratuit. Vous pouvez juste écrire FRAX et ça ouvrir. FRAX, F-R-A-X. Ouais, c'est en dessous l'image ici. F-R-A-X. Et ce que vous mettez, vous voyez les questions ici, comme il y a l'âge, masculin, féminin, c'est quoi votre poids, c'est quoi votre taille. Après ça, est-ce que vous avez déjà eu des fractures? Est-ce qu'un de vos parents a cassé une hanche? Alors, vous rentrez toutes ces questions et après ça, ça fait le calcul et ça vous donne une risque. Alors, ça, c'est le risque de fracture pour vous dans les prochains 10 ans. OK? Alors, pour celui-là qui a fait ça, ils disent la chance d'avoir une fracture ostéoporotique, ça veut dire vertèbre, épaule, je vais dire encore, poignet et hanche, 23,9 %. Alors, ça, c'est très, très élevé. Spécifiquement pour une fracture de la hanche, ça, c'est 8 %. Quand même, je ne veux pas avoir un risque de 8 % pour casser ma hanche. Alors, il vous donne un petit calcul comme ça. Alors, vert, c'est bon, rouge, c'est pas bon. Et après ça, on peut faire des recommandations selon vos risques. Alors, bas risque, ça veut dire, hey, vous faites un bon job, continuez ce que vous faites. Alors, ce que vous faites, c'est manger bien, calcium, vitamine D, faites de l'exercice, fumez pas, buvez pas trop d'alcool. Alors, on dit c'est 3 consommations ou plus d'alcool par jour, c'est vraiment pas bon pour vos os. Et ça, c'est aussi, on a toutes les choses moins que vous pouvez accéder. Alors, Too Fit to Fracture, ça, c'est les recommandations d'exercice pour vous. Alors, spécifiquement, quoi faire comme exercice? Et comme j'ai dit, un minimum de 2 fois par semaine, minimum 30 minutes par session. Même si vous n'êtes pas capable de faire ça tout de suite, si vous commencez 5, 10, 15 minutes au début, tant que vous allez de mieux en mieux, ça va vous aider. Et ça, c'est accessible sur ostéoporose.ca. Okay? Alors, le jaune, modéré, ça veut dire que vous faites quand même les exercices, le bon diète, fumez pas, mais il faut aussi considérer les médicaments. Et de loin, le plus fréquent, c'est les bisphosphonates. Alors, probablement, il y a certains là-dedans qui prennent déjà. C'est une pilule que vous prenez 1 fois par semaine ou c'est une injection que vous pouvez avoir dans les veines 1 fois par année. Oui, mais ça coûte cher. C'est Parent malade pour une semaine, possiblement. Ça peut avoir des effets secondaires. Oui, ouais. Ça peut. Pas garanti. Ça peut. OK? Et quand même, c'est tannant un peu de prendre une pilule 1 fois par semaine, on s'entend, mais la raison pour laquelle c'est de loin le médicament le plus fréquent utilisé, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires, c'est pas cher et ça marche bien. OK? Celui qu'on donne par les veines, c'est souvent recommandé chez les gens qui ont déjà eu les pilules, mais ils ont des difficultés à la prendre. Alors, ils ont des problèmes de digérer ou ils ne prennent pas leurs médicaments ou c'est quelqu'un qui se présente une fois qui a des autres problèmes, disons, la démence, ils vont en résidence, ils vont dans un autre pays, on ne sait pas, on veut avoir une bonne dose, on le couvre par l'année, on ne peut plus y penser.
Mais dans le système canadien, une autre bonne raison pour laquelle on ne fait pas l'intraveineux chez tout le monde, c'est que c'est pas mal plus cher. Okay? Ceux qui font du reflux Mm. ne veulent pas donner la pilule. Oui, alors ça c'est là, on se rend à denosumab. Alors ça, c'est un médicament qui est apparu dans les derniers 5 à 10 ans. Alors c'est considéré comme étant récente. C'est aussi pas mal plus cher que les pilules, mais c'est couvert par le gouvernement si vous avez essayé les autres et vous avez des problèmes de reflux, vous n'êtes pas capable de digérer. Il y a un code que votre médecin de famille peut rajouter pour faire couvrir le denosumab. Alors, ça, c'est une injection subcutanée que vous pouvez avoir 2 fois par année. On voit l'intérêt. L'important avec celui-là, et en fait, avec tous les médicaments qu'on prend pour l'ostéoporose, c'est qu'il marche bien quand vous le prenez, mais il faut le prendre. Alors, si vous prenez, disons, le denosumab 2 fois par année, mais après ça, vous arrêtez de la prendre pour une raison X, il faut quand même prendre un autre type de traitement pour prévenir l'ostéoporose. Parce que ce qui arrive, c'est les gains que vous avez avec la densité osseuse, vous les perdez. OK? Alors, il faut continuer les traitements. En général, on dit entre 3 et 6 ans. Et après ça, ils font une vacance. OK? Mais ça, c'est un peu plus détaillé que cette conférence-là, mais c'est à discuter avec votre médecin de famille. On perd tous les mots. Désolée pour ça, hein? Alors, ça, c'est juste un petit carré pour dire les traitements, ça marche. Alors, les bisphosphonates, qui c'est vraiment le traitement médical de base, ça réduit le risque de fracture vertébrale par 60 okay? Alors, ça marche et ça marche quand même très bien. Alors, si vous êtes à haut risque, on fait toutes les choses qu'on a mentionnées avant. On fait les exercices, on mange bien, on ne fume pas, on ne boit pas trop, on fait les médicaments. Mais en plus, si les autres médicaments ne marchent pas, vous avez déjà eu une autre fracture ou même 2 fractures, il y a des autres médicaments en plus. Ça, c'est les médicaments qu'on considère comme anaboliques. Ça veut dire, au lieu de juste éviter que vous perdez l'os, ça fait encore plus pousser l'os. OK? Le plus fréquent, c'est le teriparatide, qui est en bas ici. Aussi nommé Forteo, parce que ça donne des os forts, Forteo. Les raisons pour lesquelles on ne donne pas chez tout le monde, c'est que, 1, ça coûte très cher. Et 2, une des effets secondaires connus, c'est une petite taux d'incidence de cancer des os. Alors, parce que ça stimule tellement les os à pousser. Ça peut des fois stimuler des cancers qui sont dormants. Mais c'est hyper rare quand même. Mais on dit sur une population de 30 millions, on ne veut pas donner ce médicament à tout le monde parce qu'on va quand même enchaîner un certain nombre de cas de cancer. Alors, ça, c'est le dernier médicament à donner. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, c'est des choses simples. On a déjà parlé plusieurs fois. Mangez bien, une diète bien balancée avec des produits laitiers, du supplémentation en calcium si vous ne prenez pas les produits laitiers ou c'est les noix, les légumes avec du vert foncé comme spinach, les épinards, les choses comme ça. La vitamine D, alors on dit plus que 400 unités par jour, ça c'est pour tout le monde. Pour les gens en haut de 50 ans, c'est plus que 800 unités par jour. Alors, ça, c'est aussi dans les produits laitiers, des choses qui sont supplémentées. Tout le lait qu'on achète ces jours-ci a la vitamine D dedans. Si vous n'êtes pas capable, même chose, la supplémentation avec des pilules, c'est aussi très simple. On peut prendre 10 000 unités une fois par semaine. Vous pouvez prendre avec votre alendronate en même temps. Alors, ça marche très bien. Et le Canada, il recommande tout le monde, peu importe l'âge, se supplémente en vitamine D entre les mois de novembre à février. Alors, tout le monde sait pourquoi. Il n'y a pas de soleil, OK? Alors, tout le monde, même pas les gens qui sont à un certain âge. Alors, l'exercice, important pour l'ostéoarthrose, important pour l'ostéoporose. Les deux, c'est la même chose. Il faut rester actif. Use it or lose it. Fumez pas. Je pense qu'on est bien simple. Don't smoke, it's not good for you. Et pour l'alcool, jusqu'à 2 consommations, c'est OK, mais si on exagère, c'est aussi pas bon pour les os. Et aussi,
juste suivre avec votre médecin pour santé régulier. Je sais, c'est difficile d'avoir un médecin de famille ces jours-ci, mais vous pouvez aussi vous-même mesurer votre taille à chaque année, être certain que vous êtes à peu près la même taille. Et si vous êtes en haut de l'âge de 65 ans ou plus jeune avec des facteurs de risque dans la famille, peut-être en discuter. Hein, peut-être c'est le temps de faire un test et ça peut nous aviser de notre risque futur des fractures. Et je n'ai pas mentionné plusieurs fois, on a parlé beaucoup des gens en haut de 50 ans, mais ce qui arrive, c'est quand on est jeune, on pousse de l'os jusqu'à temps qu'on est à peu près 30. Et après 30, c'est all downhill from 30. Je suis tellement déçue parce que là, pour moi, c'est ça veut dire que le pic, si vous êtes capable d'avoir l'os encore plus fort que quand vous êtes jeune, la perte, ça arrive quand même, mais vous partez de plus loin. Alors, c'est très, très important pour les enfants, pour les petits-enfants, d'avoir des bonnes habitudes très tôt. Alors, mangez bien, calcium, vitamine D, l'exercice. Alors, même les ados, il faut les sortir dehors parce que c'est important quand ils ont dos pour quand ils ont 65 ans. Alors, start early. Alors, en sommaire, je suppose, silent thief. Alors, on ne sent pas, on sent rien, on est de pleine forme jusqu'à temps que l'os il casse. L'autre signe qu'on a parlé, c'est en raccourci avec le temps plus que la normale. C'est très, 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 très fréquent. 1 sur 3 des femmes, 1 sur 5 des hommes. Et surtout au-dessus de l'âge de 50 ans, mais ça peut arriver plus bas avec les facteurs de risque. Alors, les fractures, c'est pas le fun, ça fait mal, ça donne des problèmes à la long terme et ça peut même juste amener à la mort si on fracture la hanche. Et c'est tout. C'est des photos d'os aussi. OK?